L'agriculture industrielle, c'est la grande méchante dans la disparition des oiseaux? Alors, il y a plusieurs causes qui se conjuguent. On peut dire que c'est la grande méchante, dans la mesure où, par exemple, elle a un effet direct sur les insectes, et on constate une perte des populations d'insectes volants. N'importe qui prend sa voiture, enfin, les gens de ma génération s'arrêtaient pour nettoyer le pare-brise. Bon, aujourd'hui, on peut faire 500 bornes sans tuer un moucheron. Et donc, la perte des insectes a un effet évidemment direct sur les oiseaux, singulièrement en période de reproduction, parce qu'ils vont nourrir les poussins avec des chenilles. Voilà. Et des insectes. Ils les nourrissent pas avec des graines. Je ne sais plus si vous l'avez dit, mais 60% des oiseaux agricoles qui ont disparu depuis les années 80, Ça dans, dépend des espèces, mais oui. Oui. dans la grande étude. Ouais. Euh, Quelles sont les causes principales? La cause principale, vous avez commencé un peu à l'évoquer, c'est l'agriculture industrielle. C'est la grande méchante dans la disparition des oiseaux? Alors, il y a plusieurs causes qui se conjuguent. On peut dire que c'est la grande méchante, dans la mesure où, par exemple, elle a un effet direct sur les insectes, et on constate une perte des populations d'insectes volants. N'importe qui prend sa voiture, enfin, les gens de ma génération s'arrêtaient pour nettoyer le pare-brise. Bon, aujourd'hui, on peut faire 500 bornes sans tuer un moucheron. Et donc, la perte des insectes a un effet évidemment direct sur les oiseaux, singulièrement en période de reproduction, parce qu'ils vont nourrir les poussins avec des chenilles. Voilà. Et des insectes. Ils les nourrissent pas avec des graines. Plus tard, ça change. Donc, globalement, dans les causes du déclin, il y a plusieurs facteurs. L'un des facteurs essentiels, c'est l'artificialisation, la manière dont le béton et l'asphalte vont ronger les terres agricoles et naturelles à hauteur de pas loin de 30 000 hectares par an. Ça veut dire, on calcule globalement qu'en 7 à 10 ans, c'est l'équivalent d'un département. Alors quand on parle de ZAN, cette loi qui était votée, zéro artificialisation nette, en vérité, on ne veut pas dire on arrête de construire. On veut dire on construit plus n'importe comment. Quel avenir on veut pour notre paysage? Et l'idée, c'est de réemployer les friches, c'est de faire du photovoltaïque non pas au ras de la végétation ou des cultures, mais plutôt, là encore, dans des friches industrielles, des parkings, des trucs comme ça. C'est ça l'idée. Alors je conviens que le mot zéro artificialisation nette est sûrement apparu comme quelque chose de violent qui a conduit certains élus à faire la guerre à cette grande idée. Mais la grande idée, c'est de réduire l'artifice. Quand vous voyez qu'il y a près de 50 000 ronds-points en France, on est les rois du rond-point. Hein. Alors, je veux bien qu'il en faille pour des raisons de sécurité, de fluidité, que sais-je, mais pas n'importe où. Vous avez des ronds-points à la sortie de n'importe quel petit village. Donc c'est la parcellisation de la nature, alors que tout au contraire, on doit se battre pour les trames vertes, végétation bleue, les rivières et noires, c'est la pollution lumineuse. Donc on veut des trames vertes, voilà, bleues et non polluées dans le ciel. Un autre facteur et qui est moins facilement préhensible, c'est celui du réchauffement climatique. Quelle incidence il peut avoir sur les oiseaux? Est-ce que on se doute que c'est grandissant et quels oiseaux ça concerne? Pareil, là on se dit que ça doit concerner probablement les migrateurs, mais sans Ouais. doute plus que ça. Alors, figurez-vous que c'est le pire le plus souvent. Dans l'état des connaissances du moment, ça peut être le meilleur. Je vais vous donner un exemple. Les cigognes blanches, quand elles naissent, leur premier vol migratoire génère une perte de 75% des populations. C'est considérable. Pourquoi? Parce que il y a la zone de désertification qui s'étend, parce qu'il y a les éoliennes, parce qu'il y a de la chasse, parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'il y a moins de lieux de repos, etc. 75%. Or, on constate qu'actuellement, il y a
à peu près 1500 cigognes qui ne partent plus en migration parce que le climat est favorable et il y a de la bouffe. Et paradoxalement, parce que rien n'est jamais simple, c'est peut-être grâce aux écrevisses de Louisiane qui sont invasives, Ouais. contre lesquelles on se bat parce qu'elles sont en concurrence avec les écrevisses à pattes blanches. Bah, c'est peut-être grâce à ces écrevisses de Louisiane que finalement les cigognes peuvent survivre et ont de l'alimentation. Donc pour en revenir à la migration, c'est plutôt positif parce qu'au printemps, elles sont en pleine forme et il y a moins de mortalité, donc c'est bien. Mais je vais vous prendre deux exemples. Euh, L'un que je trouve sympa, qui est le fruit d'un travail porté par un laboratoire du CNRS au sud de Toulouse. Ils ont aménagé des volières qui ne sont pas fermées par du grillage, mais une forme de tissu. euh, qui- et il y a une vingtaine de volières reliées les unes aux autres par un corridor. Et on arrive à maintenir des températures dans chacune des volières. Et notamment, on a mis des températures qui pouvaient faire 2 degrés de plus, qui est à minima ce qu'on risque de vivre dans les décennies à venir. Et là, on a lâché à l'intérieur des papillons, des escargots, une petite faune comme ça, parmi lesquels les lézards vivipares. Et il s'est passé quelque chose de bouleversant, j'ai envie de dire. Ils ont constaté que face à la potentialité pour les lézards de choisir une stratégie d'aller vers le frais, le chaud ou de rester dans l'état, les lézards ont discuté entre eux. Alors ils ne parlent pas comme je parle avec vous, c'est olfactif. On se parle en olfactif chez les lézards. Et donc il y a eu un échange avéré, scientifiquement reconnu, et certains des lézards ont choisi d'aller à la fraîche, d'autres sont restés plus bons. Et j'ai dit aux scientifiques, mais c'est fascinant, des êtres qui se réunissent et qui adoptent une stratégie, mais c'est le début de la culture. Ah là, on peut pas dire ça, mais en même temps, on peut pas dire le contraire. Et ça, c'est une longue parenthèse que je fais, mais ça nous amène à quoi? Mais le devoir de respect de l'individu. Vous m'avez parlé d'espèces, de population. On en vient même à parler de stock ou de ressources. Et on oublie que derrière ces mots, il y a une multitude d'individus. Pour ceux qui sont les plus élaborés, qui ont une sensibilité particulière, mais ça va jusqu'aux céphalopodes. Enfin bon, eh bien, il faut savoir donc qu'il y a une sensibilité, potentiellement une souffrance pour certains individus. C'est la capacité de solidarité, de tricher, de rigoler. Mais ils ne sont pas si loin que ça de nous autres. Donc je referme la parenthèse et ça m'amène quand même à conclure que quand on parle d'une espèce, notamment chez les mammifères, les oiseaux, pensons qu'on a affaire à des individus. Je ne veux pas jouer les François d'Assise, mais sont nos frères d'une certaine manière, en tout cas des cousins proches. Alors je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas posée. Qu'est-ce qui se passe pour les lézards vivipares qui ont été choisir de vivre à 2 degrés de plus? Eh bien, figurez-vous qu'ils ont été en suractivité. Et la maturité sexuelle est en principe à 2 ans. Et là, dès la première année, ils pouvaient avoir des jeunes. J'ai dit aux scientifiques, mais c'est une très bonne nouvelle. Mais non, voilà, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que cette suractivité les fatigue et ils vont mourir plus tôt. Et on constate que la mortalité n'est pas compensée par la natalité. C'est-à-dire qu'à 2 degrés de plus, l'espèce peut être amenée à disparaître. Il y aura bien sûr certains lézards qui vont tenter de monter, mais on voit bien que grimper pour retrouver la fraîcheur, eh ben, ça réduit le territoire, ça augmente les conflits potentiels. Enfin, voilà. Je pourrais vous dire
sans être trop long, que les tortues, prenons les tortues, quand elles pondent, elles vont pondre dans un coin de sable, l'autre un peu sous un arbre. Bon, ça nous donne une incubation naturelle moyenne de 28 degrés. Au-dessus de Ça, c'est pour les 28 tortues degrés luttes. pour les tortues. Lutte ou d'autres, c'est globalement. Au-dessus, c'est des mâles qui naissent. Autant pour moi. Au-dessus sont des femelles qui naissent. En dessous de 28 degrés sont des mâles. Et il y a un équilibre qui se fait dans les naissances par l'endroit spécifique de chaque nid. Eh bien, 2 degrés de plus, il n'y aura que des femelles et il n'y a plus la capacité de reproduction. On pourrait parler du corail qui est un être vivant et bien d'autres choses.